À la transition 19e-20e siècle, trois grandes puissances géopolitiques se sont effondrées. L'Empire russe, l'Empire ottoman et l'Empire chinois. Contrairement à ce que pensaient les puissances occidentales, la chute de ces trois empires n'a pas amené au pouvoir des forces plus amicales envers l'Occident et ses valeurs. Ce qui s'est produit fut exactement le contraire. Dans un premier temps, le chaos a régné, apportant la violence et la faim dans toute la région eurasiatique. Et ensuite, dans le vide de pouvoir laissé par ces trois empires, des forces obscures et totalitaires qui, de peu, n'ont pas provoqué l'anéantissement mondial. Et faisons un parallèle entre le tournant du 19e siècle et celui d'aujourd'hui. Après la chute de la Syrie et de l'Irak, il est probable que d'autres gouvernements du Moyen-Orient tombent, notamment la Turquie, l'Iran et peut-être l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, cela peut sembler impensable, mais ne vous y trompez pas. La probabilité que cela se produise est assez élevée. Surtout à mesure que ces pays tombent dans le risque de la crise démographique, ainsi qu'en étant également victimes du processus de démondialisation que nous observons. Alors, dans les 20 ou 30 prochaines années, ce qui s'est passé autrefois pourrait bien se reproduire. Et cela est très dangereux. C'est pourquoi, voyons comment s'est déroulée cette transition à l'époque par rapport à la transition d'aujourd'hui. Quelles sont aussi les conséquences pour l'avenir ? Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne. Avant tout, pense à t'abonner, commenter, liker et partager la vidéo avec tous tes contacts. En partageant la vidéo, tu assures que la chaîne Géopolitique Mondiale reste vivante. Après tout, YouTube a pratiquement jeté cette chaîne à la poubelle, l'a mise sous le tapis, l'a balancée par la fenêtre. YouTube cache cette chaîne, donc ton soutien est vraiment important. Plus que tu ne l'imagines. Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne du même nom. Au début du XXe siècle, la Sibérie, la Mongolie et l'Asie centrale étaient le théâtre d'un trouble géopolitique qui allait exploser en violence entre 1917 et 1921, avec des massacres, des crimes sexuels, des tortures, des démembrements, des rivières remplies de cadavres et des bandes armées ravageant les steppes. La guerre civile entre les Rouges, les Bolcheviks et les Blancs, anti-révolutionnaires, a transformé la région en un décor digne de films post-apocalyptiques, avec des avions incendiant des villages, des trains blindés traversant les steppes et des assassins en liberté, évoquant une mythologie sombre. Cette barbarie avait des racines profondes. La conquête russe de la Sibérie depuis le XVIe siècle, la fusion culturelle entre Russes, Cosaques, peuples nomades, Mongols, Chinois et Coréens. Ajouté à l'expansionnisme japonais et à l'effondrement imminent de la Chine, suivi par la chute de l'Empire russe et de l'Empire ottoman, c'était la recette parfaite pour l'enfer. Un espace hybride, vaste et presque ingouvernable s'est formé, idéal pour l'anarchie et le banditisme. La Sibérie, aussi vaste que l'Australie, s'étend des monts Oural au Pacifique et possède autour du lac Baïkal, entouré des montagnes Yablonovy, Oudokan et Stanovoï, un noyau historique et culturel mongol. Cette région, berceau de sociétés pastorales et guerrières, a façonné des ethnies et traditions nomades influencées par les forces culturelles qui ont marqué Gengis Khan un millénaire plus tôt. Il faut rappeler qu'à la différence des autres puissances périphériques, l'Empire russe ne pouvait pas créer de colonies outre-mer. Ils ont donc dû prendre une décision différente. Ils ont choisi de coloniser la région de l'intérieur asiatique. Ceci a marqué un bouleversement géopolitique majeur, les peuples russes ayant jusque-là toujours été victimes des nomades d'Asie centrale. Mais maintenant, ils allaient interchanger cette équation, principalement grâce à la révolution industrielle en conquérant ces peuples. De victimes, ils sont devenus agresseurs, visant surtout la région du Pacifique par voie terrestre. Un changement très profond dans la géopolitique du XIXe siècle qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Dès la fin du XVIe siècle, les Kizaris ont entrepris la conquête de la Heartland, cœur eurasiatique, motivés par la recherche de richesses et la peur de la menace tatare. En 1580, des expéditions cosaques soutenues par Ivan le Terrible ont traversé les rivières sibériennes avec une grande violence. Des massacres ont été commis, il y a eu de l'esclavage, des épidémies mortelles ont éclaté et un lourd tribut en Pélès a été imposé. Et cette expansion a également servi à évacuer les couches indésirables de la société russe, comme les Cosaques, les rebelles, les déserteurs, les criminels et les opposants politiques, perpétuant la marginalité aux nouvelles frontières.
Et au XVIIe siècle, la fondation de postes militaires près du Baïkal a consolidé la domination russe et attiré des peuples nomades, sous leur protection contre la menace. Mandchou de Chine. La frontière avec la Chine fut fixée par le traité de Nertchinsk en 1689 et la construction de la Grande Route de Sibérie et de la Route du Thé, faisant des villes comme Itkoursk de véritables pôles commerciaux régionaux. La société cosaque, en Sibérie, était isolée par des centaines de kilomètres de taïga, s'éloignant de la stricte orthodoxie russe et incorporant des pratiques lamaïstes et bouddhistes. Ils se sont mariés avec des femmes locales et ont adopté des traits hybrides, tout en conservant leur vocation guerrière. Très différents des Cosaques occidentaux de la Volga, dont les structures sociales étaient plus compactes et collectives. Ici, en Sibérie, les Cosaques sibériens recevaient donc des salaires individuels, avaient un droit à la propriété privée après 1869 et étaient soumis aux gouverneurs impériaux. Au XIXe siècle, ce front oriental a pris un rôle stratégique. En 1857, les Russes, en traversant le fleuve Amour, imposèrent à la Chine, affaiblie par la guerre de l'opium et la rébellion Taiping, la reconnaissance de la frontière sino-russe. C'est ainsi que naquirent les hôtes de l'Amour et de l'Ussuri, dont la mission aboutit à la fondation de Vladivostok en 1860, consolidant ainsi la présence russe dans le Pacifique. En parallèle, la colonisation civile avançait par vagues. Cosaques au XVIIe siècle, vieux croyants au XVIIIe, puis paysans au XIXe. Ces derniers furent encouragés par l'abolition du servage en 1861 et par des promesses de terre, d'exemption fiscale et de dispense du service militaire. Mais malgré cela, la Sibérie conservait un quotidien presque médiéval, à l'exception de quelques centres comme Irkoutsk et Tchita. Un autre pilier de l'occupation fut l'exil forcé. Car depuis 1754, des criminels de droit commun, des prisonniers politiques et des dissidents étaient envoyés travailler dans des mines, des plantations et dans des villages isolés de la région. Même les intellectuels exilés après la révolte décembriste de 1825 ou l'insurrection polonaise de 1863 ont apporté un certain capital culturel. La masse en général était composée de paysans accusés de délits vagues et de criminels très violents. Cette composition sociale, ajoutée à la présence de Chinois, de Coréens et de Japonais en Extrême-Orient, a créé une société multiethnique et multiculturelle, pleine de tensions et de violences structurelles. Fuyant le contrôle de l'État, les déserteurs et les bannis infestaient les forêts, formant des bandes armées qui terrorisaient les villages. Mais quelque chose allait vraiment changer avec le tournant du siècle qui a apporté un instrument décisif, le chemin de fer transsibérien. Commencée en 1891 et achevée en 1903, elle reliait Saint-Pétersbourg à Vladivostok avec un détour stratégique par la Mandchourie. Elle était bien plus qu'une simple route économique, c'était un axe géopolitique destiné à intégrer l'Empire russe et à projeter sa puissance sur l'Asie. La branche mandchoue, où se trouvait le chemin de fer oriental chinois, traversait le territoire chinois, exploitant la fragilité de la dynastie Qin, minée par la famine, la corruption, la guerre de l'opium et la rébellion Taiping. Le changement venait non seulement de l'intégration que le chemin de fer apportait au noyau géopolitique russe, mais aussi des conflits qu'il a déclenchés. Sa présence sur le sol chinois, associée aux incursions militaires russes dans le nord-est de la Chine et au massacre de 5000 Chinois. Pendant la répression de la révolte des Boxers, cela a attisé les haines nationalistes et semé les graines des guerres futures. À la même époque, la Mongolie est apparue comme le pivot du grand jeu, la rivalité russo-britannique pour le cœur du continent eurasien. J'en ai déjà parlé ici sur la chaîne et vous devez vraiment regarder cela pour comprendre le contexte géopolitique, aussi bien de cette époque que d'aujourd'hui. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo car il montre comment ce contexte du grand jeu existe encore aujourd'hui. Et la Mongolie, malgré une misère chronique extrême et un féodalisme théocratique, sa position stratégique et ses liens avec le Tibet ont attiré les puissances. Un moine, conseiller du XIIIe Dalai Lama, considérait la Russie comme un rempart face aux Britanniques et aux Chinois. À l'armée, Londres a envoyé une expédition militaire en 1903 contre le Tibet, occupant Lhasa en 1904 et forçant un accord qui a réaffirmé la souveraineté chinoise. La Russie, humiliée par la défaite face au Japon, est restée en retrait jusqu'à ce que la révolution de 1911 renverse la dynastie Qing, plongeant la Chine dans le chaos absolu.
En décembre, des princes et des lamas ont proclamé l'indépendance de la Mongolie extérieure, couronnant Boghy Khan comme chef théocratique. Mais sans les moyens de soutenir le nouvel État, embourbé dans la misère, la superstition et le luxe aristocratique. Ils n'avaient même pas le choix, ils ont dû chercher un par un pour leur souveraineté. Dans ce vide, la Russie et le Japon se sont disputés l'influence sur le territoire mongol. Tokyo a financé des factions par le biais de sociétés secrètes, tandis que Moscou, guidé par le pragmatisme, a conclu un accord secret en novembre 1912 qui reconnaissait l'autonomie mongole et établissait sa protection. Ce type de vidéo que vous regardez a un contenu très dense, très technique, et donc la grande majorité de YouTube ne s'y intéresse pas. C'est peut-être pourquoi YouTube place ma chaîne dans la charobanne. Donc cette chaîne n'existe que grâce aux membres et aussi parce que cette vidéo en particulier a été sponsorisée par la BCI. La BCI Bureau of Corporative Intelligence protège personnes et entreprises contre fraude, cyberattaques et espionnage, y compris industriel. Il évalue la fiabilité des partenaires et employés, enquête sur les crimes numériques et irrégularités en entreprise et conseille pour renforcer la sécurité des membres. Et l'entreprise aide également à la récupération des biens en cas de crise. Elle évalue risques et opportunités des nouveaux investissements et surveille le contexte politique pour aider les entreprises à décider plus sûrement. Donc, si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou si vous occupez un poste clé dans une entreprise, par exemple au sein de la direction, et que vous faites face à un problème de collecte d'informations, vous avez peut-être des fuites d'informations dans votre entreprise. Ne prenez pas cela à la légère. Contactez la BCI, ils vont résoudre votre problème et peut-être même préparer votre équipe pour que cela ne se reproduise plus. Si vous êtes directeur, propriétaire d'entreprise ou avez besoin d'un service de contre-ingérence ou d'intelligence, contactez la BCI. Ils vont vous aider à résoudre votre problème. Ce contexte de décadence impériale chinoise, d'expansion ferroviaire, de modernisation japonaise et de réajustement interne en Russie ont mené à la révolution de 1917, faisant de l'Asie centrale et de la Sibérie un chaudron explosif. C'est sur ce terrain, marqué par des structures fragiles, des ethnies armées, le fanatisme religieux et des intérêts impériaux, qu'un véritable enfer s'est installé à partir de 1917. Une guerre civile qui a franchi les frontières a fait du transsibérien un couloir de la mort et a lancé des hordes de cosaques mongols et des bandes paramilitaires. Dans un véritable carnage qui a marqué la fin du vieil empire et l'entrée brutale de la région dans le XXe siècle. Et c'est là que vient la question dangereuse. À l'époque, nous assistions à l'effondrement de 3 grandes puissances, l'Empire russe, ottoman et chinois. Et avec leur effondrement, nous avions une population gigantesque. Après tout, ces pays n'étaient pas seulement grands géographiquement, mais ils étaient aussi grands démographiquement, qui allaient pratiquement se retrouver à la dérive au milieu de la course des forces géopolitiques impériales qui étaient également en pleine expansion. Et au milieu de cette confrontation, ils allaient exercer une pression sur cette région intérieure de l'Eurasie dans cette lutte entre eux, ce qui provoquerait encore plus de chaos à l'avenir. Nous avons assisté à l'effondrement d'États importants, tant par leur position que leur taille, embrasés par des mouvements radicaux religieux en Russie et en Chine, ainsi que par des mouvements politiques comme les bolcheviks. Cette rupture a été causée principalement grâce aux offensives des forces atlantiques. En 1911, la chute de la dynastie Qin, après des siècles d'ordres impériaux, a plongé le pays dans le chaos. D'un côté, les communistes, de l'autre, les nationalistes liés au trafic de drogue. Au milieu de tout cela, des seigneurs de guerre provinciaux contrôlent le territoire, armée et économie locale. Les années 1910 et 1920 sont marquées par des guerres entre factions militaires et interventions étrangères. Et ajoutez à cela qu'entre 1917 et 1922, l'Empire de Russie s'est également effondré. L'Empire tsariste a été humilié par la guerre, avec l'Empire du Japon s'effondrant après la Première Guerre mondiale et la Révolution de février. Cela a créé un vide de pouvoir, où l'autorité centrale s'est fragmentée, les structures administratives se sont effondrées, les forces armées se sont désorganisées et de multiples acteurs de leadership extrêmement violents ont fini par émerger. Pendant ce temps, sur la frange occidentale, l'Empire turco-ottoman s'effondrait après 1918, détruisant la structure politique qui contrôlait pendant des siècles le Moyen-Orient, des parties de l'Europe et le Caucase. Le traité de Sèvres est l'imposition de frontières artificielles par les puissances européennes périphériques, en particulier la France et l'Angleterre.
Ils ont formé des États fragiles, tels que la Syrie, l'Irak et le Liban, sans cohésion nationale, posant les bases de conflits persistants jusqu'à aujourd'hui. Toute la région appelée Heartland, le cœur continental, était sous la fureur de seigneurs de guerre armés jusqu'aux dents qui commettaient les actes les plus violents et néfastes, qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Alors, entre cette période de 1905-1910 jusqu'à 1937, ce que nous avions dans la région de l'Eurasie, c'était un véritable enfer sur Terre, une région pratiquement dystopique. Ça ressemblait à Mad Max en 1937. Non pas parce que la situation s'est améliorée à partir de là, mais parce qu'à partir de 1937, nous aurions enfin le début de la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité, qui fut la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, cette période chaotique a suivi la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité et non une période de paix. Ce n'est qu'après cette guerre, avec des millions de morts et des armes de destruction massive inédites, qu'une certaine stabilité est apparue dans la région. Au milieu, une rivalité oppose les puissances atlantiques, comme l'Empire britannique et l'Empire russe eurasien, qui ont fini par s'entraîner dans ce conflit. La fragmentation des empires chinois et ottomans, ainsi que l'effondrement de la puissance eurasienne, ont conduit l'empire russe à provoquer des divisions politico-militaires, ouvrant la voie à des groupes radicaux et à des seigneurs de la guerre. Ça te rappelle quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, je vais te rafraîchir la mémoire. Le Moyen-Orient après la guerre d'Irak de 2003, après l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, et 7 ans plus tard, le printemps arabe, des régimes autoritaires ou des structures pseudo-étatiques sont entrés en déclin. D'abord la Libye avec Kadhafi, puis la Syrie, effondrée par la guerre civile et qui pourrait s'effondrer totalement en 2025, et l'Irak, ayant perdu sa cohérence étatique après l'occupation américaine. Et le Liban, toujours confronté à une véritable faillite institutionnelle. La montée de groupes pervers et radicaux comme Al-Qaïda et l'État islamique, ainsi que la reprise de l'Afghanistan par les talibans, ont rendu ce contexte encore pire. L'Iran, acteur clé en Eurasie, a été affaibli par les défaites du Hezbollah et du gouvernement syrien. Il reste donc un bastion isolé de stabilité dans cette mer agitée du Moyen-Orient. Malgré cela, il va bientôt subir les conséquences inédites de la crise démographique dans la prochaine décennie. En plus d'une très forte pression de groupes hostiles autour de ses frontières, il deviendra probablement encore plus vulnérable dans les prochaines décennies. Le gouvernement de Téhéran aura en effet à l'avenir d'énormes défis à relever pour éviter son effondrement, ce qui aura un effet extrêmement déstabilisateur dans la région centrale de l'Eurasie, probablement en étendant toute cette fureur et cette instabilité à travers tout le continent passé. Nous avons observé une multiplication des acteurs armés en Russie, en Asie centrale et en Chine. Un vide post-impérial a favorisé l'émergence de seigneurs de guerre et de chefs militaires s'appuyant sur des milices régionales. Aujourd'hui, nous avons l'équivalent de cela au Moyen-Orient. Nous avons la prolifération de factions, en plus des structures tribales et des réseaux locaux. Chacun domine des territoires spécifiques, impose ses propres lois et négocie avec des puissances étrangères. Nous avions aussi l'absence de monopole de la violence dans la région, une fragmentation selon des lignes idéologiques, religieuses et ethniques, avec des alliances fluides et des trahisons fréquentes. Cette période que j'ai mentionnée plus tôt, au début du XXe siècle, a été marquée par des guerres par procuration entre les puissances qui soutenaient de petites nations, ou ces seigneurs de la guerre, selon leurs besoins. En Russie, de 1917 à 1922, le vide laissé par l'effondrement tsariste a conduit les puissances étrangères à intervenir directement, avec le Japon occupant la Mandchourie et une partie de la Sibérie. Tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont même envoyé des troupes pour soutenir les factions anti-bolcheviques. Le territoire russe est devenu un échiquier de la lutte mondiale entre le capitalisme occidental et le communisme, qui était encore en train de naître. Un conflit idéologique qui transcendait les frontières et marquerait le reste du siècle. À ce moment, le communisme allait gagner. En Chine, de 1911 à 1928, la division du pays attira le Japon, qui occupa des territoires au nord avec la Russie avant de rompre, soutenant également des mouvements révolutionnaires et les puissances occidentales renforçant leurs concessions sur cette Chine déchirée. Les rivalités entre seigneurs de guerre. Soutenue en partie par des capitaux et armements étrangers, la Chine est devenue un terrain de compétition impérialiste où chaque puissance cherchait à renforcer son influence via les factions locales.
Entre 1918 et 1924, la dissolution de l'Empire ottoman a été directement influencée par des interventions extérieures. Le Royaume-Uni et la France imposèrent le traité de Sèvres, traçant de nouvelles frontières servant leurs intérêts et créant des États artificiels au Levant et en Mésopotamie. De plus, des puissances occidentales et régionales ont soutenu des groupes ethniques et nationalistes, comme les Kurdes, les Arabes et les Arméniens, afin d'affaiblir l'ancienne structure impériale. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'est née la confrérie des Frères impies musulmans, qui serait, des décennies plus tard, à l'origine de groupes encore plus extrémistes et radicaux, aboutissant à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces guerres par procuration, avec certains États allant jusqu'à être engloutis par cela, comme les Russes, rappelant beaucoup ce que nous voyons à nouveau aujourd'hui au Moyen-Orient. Le schéma se répète à l'échelle contemporaine. Les grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la Russie, et régionales telles que la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël ont fait du Moyen-Orient un champ de bataille par procuration, la Syrie et l'Irak étant l'épicentre initial, mais ce conflit devrait s'intensifier. De même, la Mongolie et la Sibérie ont servi de laboratoire pour des expériences militaires et politiques après 1917. Les acteurs extérieurs soutiennent les factions locales avec argent, armes et technologies, prolongeant les conflits et influençant l'équilibre régional. Et dans les deux périodes, les effondrements internes n'ont pas entraîné l'isolement, mais plutôt une intense pénétration étrangère. Les zones de transition sont devenues des arènes mondiales, où des disputes idéologiques et stratégiques se déroulent sur les ruines des anciens empires. À cette époque, les liaisons ferroviaires ont constitué un tournant dans les troubles qui ont conduit à ce caudillisme des seigneurs de la guerre à travers tout le continent. Aujourd'hui, ce n'est plus le train, mais Internet. Et de nos jours, mais avec une différence très sensible. Au milieu de ce chaos, une force athée est apparue, comblant le vide de ce chaos qu'était l'Union soviétique et, dans le cas chinois, la Chine communiste. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, la force qui émerge et qui peut combler ce vide n'est pas athée mais religieuse. L'extrémisme islamique scindait cette force, même si elle est dispersée, est la seule force qui existe dans toute la région. Alors, chaque fois que vous voyez quelqu'un célébrer la fin d'une dictature dans la région eurasiatique, souvenez-vous de l'histoire et surtout, regardez quelles sont les alternatives des groupes de politiques qui sont organisés et qui ont du pouvoir dans la région. Vous verrez qu'en réalité, l'alternative à tous ces mauvais dictateurs, ce sont des groupes encore plus radicaux et pires, et qui veulent la destruction de toute force d'opposition, y compris les forces occidentales. Alors, il ne faut pas s'imaginer que la chute d'un dictateur va nécessairement conduire à une période de prospérité, de paix et d'amélioration humaine. Bien au contraire, l'histoire est catégorique. Chaque fois que ces mouvements ont été très radicaux, ce que nous avons vu, c'est que le résultat a apporté des conséquences encore pires que ce que l'on pouvait imaginer. Soyez donc prudents avec ce que vous imaginez et prévenez vos amis qui se réjouissent de la chute des dictatures. Le monde c'est bien plus complexe qu'un simple 8 ou 80 et il n'est pas noir ou blanc. Le monde se divise en nuances de gris et ces nuances se ressemblent de plus en plus. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Ce type de contenu attire peu le grand public. Votre soutien est essentiel pour permettre à Géopolitique Mondiale de se développer. Si vous aimez vraiment la chaîne et souhaitez qu'elle continue, devenez membre. Vous aurez accès en avant-première à ces vidéos et à des séries exclusives réservées aux membres. Des séries plus denses, plus techniques, que vous ne trouverez même pas dans d'autres langues, et qui sont extrêmement précieuses d'un point de vue académique. Vous garantissez simplement l'existence de Géopolitique Mondiale. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et à la prochaine vidéo.